Bonjour, bonsoir à tous, ici Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens face au Stade de Reims, victoire 2-1 de nos Lensois. Solidité, abnégation, un superbe deuxième but. Un match où on n'a pas vu la différence entre une équipe à 10 et une équipe à 11. C'était vraiment très costaud. Alors j'étais pas au stade puisque j'étais au Mans, au Grand Prix de France de MotoGP, superbe expérience. J'ai passé un week-end sublime avec une course magnifique. Big up à Zarco qui a fini 3ème. Franchement, je suis pas un grand connaisseur de sport mécanique, mais faut avouer que c'est vachement impressionnant. Et le circuit du Mans, c'est vraiment un truc de dingue. Big up aux Lensois présents. Aux Lensois présents sur le circuit. Là, je suis allé ce qu'on appelle le camping bleu, ou alias Bagdad, qui est un camping autour du circuit de Reims où c'est complètement n'importe quoi, où ils font fumer les motos, enfin c'est un carnage, c'est Bagdad, et où il y avait une paire de Lensois, j'ai entendu des corons et des chicotés, c'était c'était vachement marrant, j'ai bien rigolé. J'y suis allé avec le maillot. Bon, c'était un peu dangereux parce que j'aurais pu tomber aussi sur des sur des supporters pas trop chauds de Lens. D'ailleurs, j'ai eu un petit va te faire bip de la part d'un gars avec un accent chantant. J'ose imaginer qu'il était marseillais, mais bon. Ça va, ça va. On avait quand même la cote avec le maillot lensois. J'avais pas de maillot de sport mécanique, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment sympa. Petite parenthèse rapide. On va aller sur ce match, donc je l'ai revu 2 fois, et du coup ça me permet de faire la vidéo là. J'aurai pas le temps de la faire demain, je bosse. Du coup ça va être un peu tard, mais vous la verrez demain. Demain est donc lundi. Marseille vient de gagner 3-1 face à Angers, ça me semble logique. Mais dans le même temps, Monaco, on y reviendra, n'a pas réussi à gagner. On verra ça dans la conclusion de cette journée de championnat. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio légendaire Danso, Gradit, Medina. Le retour d'Abdoul Samed dans un duo milieu de terrain avec Seko Fofana à droite, Frankowski à gauche. Le retour de Machado et puis au milieu de terrain Thomasson, Sotoka derrière Luis Openda. C'est du grand classique, hein, avec le retour d'Abdoul Samed, c'est logique, hein, comme l'a dit Franck Hayes, il a fait peut-être 3 matchs de bonne facture au Nana, mais à Salis Abdoul Samed on a fait 30. Il y a une hiérarchie, Abdoul Samed revient, c'est réglé, c'est lui qui est titulaire. On reviendra un petit peu sur sa presta un petit peu plus tard. Le reste c'est du grand classique, je pense que le fait que Fulgini soit plus titulaire, je pense que il veut une assise un peu plus défensive, avec un Fulgini en entrant offensif. C'est un choix, je pense qu'il veut sécuriser vraiment ses premiers rayons de pressing. C'est pas forcément une histoire de moins bien de Fulgini, je pense que Fulgini est très bon et que voilà, c'est un turnover tactique. Et de toute façon, Fulgini rentre à chaque match, donc je pense pour moi que c'est pas une histoire de hiérarchie. Personnellement, Fulgini est largement supérieur à Sotoka, c'est mon avis, mais Sotoka après, il est sur le 11, voilà, il fait partie du groupe des titulaires. Mais pour moi, c'est un choix tactique de fin de saison qui me semble assez logique. On va commencer par les notes. Avec la note de 7 à Brice Samba. Bah, moi, je trouve qu'il fait un bon match. Hein. Des relances de très haut niveau, des bonnes prises de balles. Il peut pas faire grand chose sur le penalty, mais ça reste encore une fois un Brice Samba solide, très peu mis en danger, on va dire, très peu. Il tremble très peu, et je trouve que ses relances étaient plutôt de bonne facture. Voilà, encore une fois, une solidité très intéressante. J'ai mis la note de 7 à Medina, bah, il fait un bon match, on retrouve le Medina depuis cette saison, avec cette sérénité, cette capacité de perforer, des choses très intéressantes. Mais franchement, voilà, il a chopé une certaine forme de plénitude, ce défenseur. C'est très très régulier depuis un très bon moment. Il n'y a rien à dire sur sa presta. J'ai mis la note de 8 à Gradit. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match, Gradit. C'est solide. Il a perforé une paire de fois. Ses prises de balles sont très bonnes. Cette capacité de relance courte
et de distribution du ballon est vraiment hors norme. Pour moi, c'est un défenseur totalement sous-coté. Je le redis encore une fois, c'est l'une des meilleures recrues depuis 10 ans. Dans le projet Lensois, il a une très 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 grande part de responsabilité. Il a explosé sous la houlette de Francaise. Il était déjà prometteur sous Montagnier, mais pas forcément dans les petits papiers de ce coach. Hayes l'a fait exploser et je pense qu'il avait cerné les qualités indéniables de ce défenseur pour jouer à 3. C'est du très haut niveau. C'est du très très haut niveau. Pour moi, c'est totalement sous-coté. Je veux dire, dans une rota équipe de France, franchement, ça ferait pas tâche. Voilà, moi je le dis. Je le dis, c'est pas parce qu'il est lensois. Moi je pense aujourd'hui que le chantier de la défense en France, en équipe de France, n'est pas terminé. Saliba a pas été mirifique. Voilà, le défenseur de Liverpool, pour moi, Konaté, il est titulaire, indéniable, parce qu'il est très fort. Par contre, Upamecano, moi je trouve que c'est pas trop ça, et que un Jonathan Gradit pourrait largement avoir des choses à dire dans cette équipe, même si on joue pas forcément en défense à 3, il est capable de jouer dans une défense à 2, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Clairement, quand on est passé en défense à 2 en 4-4-1, clairement, il a fait largement le taf. C'est très très bon. Voilà. Pour moi, ça serait pas déconnant qu'il soit appelé par Didier Deschamps, même s'il le sera jamais, parce que il est pas dans les standards, même si on sait que Jonathan Klaus n'y était pas non plus, mais je pense qu'il est un peu trop vieux malheureusement. Mais pour moi, ça serait pas déconnant. Voilà. Après, on va dire que je m'enflamme, mais clairement pas. Pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs français de cette année, clairement. Un défenseur qui n'a pas été, moi je le note, qui n'a pas été à la hauteur, c'est bien sûr Danso, qui fait un match non satisfaisant, alors non noté de la part de l'équipe, mais moi je trouve ça un peu bizarre parce qu'au final, c'est pas qu'il a pas joué, c'est qu'il a mal joué. Voilà, c'est insuffisant parce que dire mauvais, ça serait dur avec l'un des meilleurs défenseurs d'Europe du moment, mais il fait clairement une très mauvaise faute. Le carton rouge plus le penalty sont logiques parce qu'il doit pas le pousser comme ça, il doit tacler. Il aurait pas pris rouge, je pense. Il aurait pris qu'un jaune. Il fait le très très mauvais choix de le pousser, de le bousculer. C'est une faute grossière, carton rouge. Logique, il y a rien à dire. Et voilà, c'est insuffisant parce que c'est un mauvais choix qui en dit cap entre guillemets l'équipe parce que tu prends un penalty, un carton rouge et un but dans la foulée. Mais après voilà, le niveau de l'équipe parle pour lui. C'est gommé par la victoire, mais ça reste quand même un peu compliqué. J'ai mis la note une des meilleures notes. Je crois que c'est la meilleure note. Bah il est où? Ah bah bon, c'est normal. Je l'ai confondu avec le 6. 9 pour l'ami Frankowski qui fait un excellent match. Récompensé par le penalty qui tire très bien défensivement, il a été énorme. Le grand pont où il a eu le temps d'aller manger une frite derrière dans les coursives du stade, c'était impressionnant. Il a été excellent dans cette partie au four et au moulin. Clairement, c'est du très haut niveau de la part de Frankowski. Moi, je l'aime beaucoup à droite. Je suis pas fan de lui à gauche, franchement, je le dis. Moi, je le préfère à droite et je trouve que il a un style particulier qui est pas du tout le style qu'on connaissait du titulaire de la saison dernière, Klose. J'y reviendrai un petit peu sur Klose. Mais clairement, c'est du très haut niveau, c'est super beau. C'est super beau. J'ai mis la note de 6 à Machado. Bah moi je trouve qu'il fait un match correct. Alors il a été peut-être moins éclatant que Frankowski, mais clairement c'est correct, c'est solide. Ça a été quand même un peu plus intéressant que son match un peu plus compliqué de la dernière fois. Mais en tout cas, voilà, il est impliqué dans la phase de but de Seko Fofana. C'était pas non plus hyper flamboyant, mais après il fait une bonne saison, donc il peut pas toujours être au top tout le temps, mais ses accélérations sont vraiment très intéressantes. Et mettre la panique, mais il l'a peut-être pas assez fait sur ce match. En tout cas, c'est correct. Franchement, enfin voilà, j'aurais pu mettre 7, mais comme il a été peut-être moins dans les centres et il a une activité offensive un peu moindre, du coup je mets 6.
parce que il aurait été un peu plus offensif, j'aurais mis une meilleure note. Mais en tout cas, ça reste correct. 6, pour moi, c'est pas une note catastrophique. Hein. C'est plutôt intéressant. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Seko Fofana, auteur d'un superbe but. Ça y est, ça commence à rentrer. Hein. Il fallait peut-être un petit déclic, mais alors l'action de Seko Fofana, c'est la grande classe. Hein. Il a mystifié 2-3 joueurs pour faire une frappe assez intéressante. D'habitude, il enroule. Là, il a fermé son pied, c'était vraiment impressionnant. Au-delà de ça, il fait un match solide avec des prises de balles intéressantes. Quand on a été réduit à 10, il a vraiment eu une aura qui a transformé le milieu de terrain et qui a mis Reims en PLS, même si Reims est un peu coupable. On y reviendra dans le briefing, mais c'est sûr et certain que si tu mets pas plus de pression que ça sur Seko Fofana, tu prends cher. Et ils ont pris cher, et en tout cas, c'est un très bon match, pardon. Pas excellent, très bon, parce que je fais un peu la hiérarchie des notes aussi par rapport aux prestations des joueurs. Frankowski m'a plus impressionné que Seko Fofana, même s'il met un super but. Donc j'ai mis 8, parce que je prends toujours la meilleure note et puis je gradue les notes en fonction. Voilà, clairement c'est un peu ça que je fais. Donc très bon match de Seko Fofana. À l'instar, j'ai mis la note de 5 à Abdoul Samed. C'était moyen, c'était un match de reprise, peut-être un manque de rythme. J'ai trouvé qu'en première mi-temps, lui, il s'était pas mis dans le curseur de Seko Fofana et Co dans le fait d'être performant à 10 contre 11. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. On a retrouvé un peu l'Abdoul Samed qu'on connaît. Il va falloir quand même un petit peu de temps à notre milieu de terrain pour reprendre un peu ses aises. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il sera titulaire face à Lorient et que Francaise, voilà, il sait exactement comment fonctionne sa hiérarchie, clairement. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 5 à Sotoka. Moi, je trouve que le match est moyen, même si il fait des choses intéressantes. Moi, je l'ai pas trouvé autant impactant que d'habitude. Même s'il fait du gros travail, c'est pas non plus mirifique de la part du joueur hyper polyvalent de Francaise. Voilà, moi après, j'attends plus de joueurs en fait. Moi je trouve que ce débat de dire qu'il est pas bon, c'est un faux débat. Pour moi, Sotoka a largement le niveau pour jouer dans une équipe du top 5 de Ligue 1, et du coup pour ce type de joueur, mais je suis beaucoup plus exigeant, comme je le suis avec Seko Fofana, comme je peux l'être avec Openda. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que je trouve que le réduire c'est un joueur avec un parcours atypique, ou c'est un travailleur de l'ombre qui fait de la défense plus que de l'attaque. Moi, je trouve que c'est hyper réducteur et ça le dessert. Pour moi, c'est un joueur offensif qui est talentueux, qui est pétri de talent, qui a un parcours atypique, c'est vrai, mais qui a du talent et qui est pas vieux et qui est capable de se développer. Et moi, je trouve que sur certaines périodes dans la saison, il a été en dessous de ce rendement. Alors, est-ce que c'est du fait qu'il a été en sur-régime en début de saison? Peut-être. Le problème, c'est qu'il a été tellement bon au tout début du championnat que ça fausse les stats. Et ça, c'est logique parce qu'une moyenne, ça reste une moyenne. Et quand tu es très haut et qu'après, t'es un peu plus bas, enfin, faut être extrêmement nul pour que la moyenne baisse. En fait, au final, tu ne baisses que ta moyenne de base qui était très haute. Ce qui fait aujourd'hui qu'il est toujours dans les meilleurs joueurs européens, etc. Parce que il arrive quand même à garder une certaine forme de décision, de décisivité. Je ne sais pas comment on dit décisivité, ça doit pas se dire, mais il a une activité offensive qui reste encore décisive en faisant des passes offensives, des passes décisives régulières, mais c'est beaucoup moins fluide qu'à une certaine période. Maintenant, voilà, il peut pas toujours être tout le temps bon. Le problème, c'est que ça fait un certain moment qu'il n'arrive plus à être dans ce mood-là, même s'il est encore décisif dans sa très grande qualité de passe. Voilà, pour être sincère. J'ai mis la note de 6 à Thomasson. Moi, je trouve qu'il fait plutôt un match correct, même si ça a été un peu discret. Par contre, il a mis un nombre de têtes défensives à des périodes où on était un peu dominé, qui nous ont fortement soulagés. Il est à l'origine du penalty sur la faute très idiote d'Agbadou. Mais bon, il fallait aller au duel et il a joué très intelligente.
Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est vrai que dans le duel avec Fulgini, même s'ils sont pas en duel, je trouve que Thomasson a pris une certaine forme de régularité dans la performance, peut-être un petit peu plus marquante que Fulgini, et ce qui aide Thomasson à avoir peut-être pris une certaine forme de d'avance dans la titularisation, dans le fait de démarrer le 11 de départ, c'est que Fulgini est plutôt dans comment dire, dans un registre purement offensif, alors que Thomasson est Sotoka compatible dans le sens où il est peut-être plus proche d'un Sotoka que d'un Fulgini. Et donc du coup il boxe pas forcément dans la même cour et c'est pas forcément le même type de profil et il s'est peut-être un peu plus détaché dans cette forme de polyvalence. Ça n'empêche que Fulgini rentre à tous les matchs parce que pour moi il est devenu un rouage indispensable de l'équipe et de la rotation dans l'équipe, ou le fait d'être titulaire en tout cas, mais c'est une, comment dire, une arrivée au Racing Club de Lens, une arrivée d'hiver extrêmement performante pour les deux joueurs, moi je trouve. Même si Fulgini est peut-être dans une période où il est moins nécessaire qu'il soit titulaire. Voilà. Luis Openda, la note de 7, ben moi je trouve qu'il fait un bon match, Luis Openda. Il a, à 10 contre 11, été très intéressant en pivot pour garder le ballon, ses accélérations font toujours autant mal. Il a une capacité d'éliminer, de prendre la vitesse, la profondeur, d'éliminer en dribble, en position arrêtée. Il est de plus en plus complet, maintenant il n'a pas marqué, c'est vrai, mais il est très très utile à la stratégie de jeu de Francaise, clairement. Donc pour moi c'est un bon match. C'est un bon match d'un joueur qui n'a pas marqué. Ben, ça veut dire qu'il est fort. Voilà. Ça veut dire que même quand il marque pas, ben, il est très intéressant. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 5 à Idara. Bah, toujours le même, toujours la même rengaine en fait. C'est pas un piston, donc bah c'est toujours le. Voilà. Moi je trouve que ce remplacement est. J'ai beaucoup de respect pour Aïdara, mais je trouve que ce remplacement, en fait, c'est un remplacement. C'est du bricolage, quoi. Clairement. Pour moi, il manque un deuxième piston gauche pour concurrencer Machado. Peut-être avec un meilleur profil défensif. Possible. Je dis pas le contraire. Bien que Machado est capable de défendre. Hein. Moi, je trouve qu'il s'est amélioré en défense. Il utilise sa vitesse, son anticipation. Et il a quand même assez de puissance, même s'il peut faire quelques erreurs. Moi, je le trouve beaucoup plus régulier défensivement qu'avant, Machado. Mais Aïdara, c'est pas un piston. Alors, t'es toujours pareil. On va me dire, ah, t'es dur avec Aïdara, mais c'est un constat. Ça veut pas dire qu'il est nul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune nécessité de remplacer Medina par Aïdara, parce que Medina est capable de faire tous ses matchs jusqu'à la fin. Donc, bah, comme il n'y a pas de piston gauche, il fait une anticipation de défensive en mettant Aïdara piston. Sauf qu'il n'est pas à l'aise à ce poste-là et ça se sent. Voilà. Il y a des manques de prise d'initiative, il y a des manques de repères, des courses qui sont pas bonnes ou des interventions défensives un petit peu en retard parce qu'il n'arrive pas bien à se placer et ça crée des coups francs dangereux. Voilà, c'est moyen. Pour moi, c'est moyen. Voilà. J'ai mis la note de 6 à Angelo Fulgini. Bah moi je trouve qu'il fait une entrée correcte. Il a encore une fois provoqué des fautes. Il est capable techniquement de garder les ballons. Et à 10 contre 11 ça a été plutôt intéressant. Moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien et qu'il fallait vraiment comment dire, montrer des choses de ce type-là plutôt que de faire des remplacements hyper défensifs. Je pense qu'il y avait besoin d'une certaine forme de maîtrise et de technicité pour sortir du pressing et de la grosse pression, surtout rémoise de fin de match. En tout cas, moi je trouve que ça a été intéressant. Onana, j'ai mis la note de 6. Bon, l'entrée, elle est correcte. Hein, il a fait ce qu'il avait à faire hein, au milieu de terrain, même si je trouve que des fois, il manquait un peu d'impact dans sa rentrée. Mais objectivement, voilà, il y a pas grand-chose à dire sur sa presta d'entrée. C'est pas, voilà, c'est correct, ça va. Il y avait rien à dire, il n'y a pas eu de frayeur. J'étais un peu plus inquiet pour Aïdara que pour Jean Onana. Voilà, c'est à peu près le tour. Je pense avoir fait le tour. J'ai mis la note, bah franchement, j'ai mis la note de 8
à Francaise, parce que moi je trouve qu'il fait un très bon match, un très bon coaching. Je trouve que son changement de stratégie, qui est en fait de passer à 4 et non pas de rester à 3, bah, a été hyper payant, parce que son équipe a été très joueuse et a mis tellement de pression à Reims qu'elle les a poussés à la faute. Franchement, chapeau. Chapeau de la part de Francaise qui va pas dans un espèce de schéma où il faut rester absolument à 3 et puis de bétonner. Là, il est passé à 4-4-1 avec une capacité de jeu égale, peut-être même plus relâchée. Franchement, c'est un très très bon coaching, c'est un excellent entraîneur, hein. J'ai mis la note de 7 à Jérémy Pignard. Bah moi je trouve qu'il fait un bon match, Jérémy Pignard. Le pénalty rémois est justifié, la carton rouge est justifiée. Le penalty de Thomasson, il est justifié. Il a été voir la main du tac de comment dire de Medina, bah, il n'y a pas main parce que c'est un tacle avec une position de bras qui est naturelle où il ne peut pas faire autrement que de tacler et poser son bras au sol, sinon il faut qu'il se le coupe. Donc il n'y a pas penalty. Moi je trouve qu'il a plutôt bien géré les débats. C'était intéressant. Moi je trouve que franchement il a aidé à faire en sorte que le jeu parte pas en couille. Et il a laissé bien jouer. Je trouve que c'est un arbitrage très intéressant. Pignard aussi, il est en train de prendre une sacrée épaisseur. Je veux dire, il y a certains de la génération en dessous de Turpin qui commencent à prendre une certaine épaisseur et être dans un arbitrage peut-être plus moderne et plus proche de l'arbitrage qu'on connaît en Ligue des Champions. Alors que Turpin est un petit peu en train de sauter de ce niveau-là, moi je trouve. Ça vient de derrière, et l'intérêt de regarder dans son rétroviseur parce que voilà, je pense à comment il s'appelle oh. Ah bah ça y est, j'aurais pu dire les noms. Son nom m'échappe, mais celui dont on a entendu les paroles lors d'un arbitrage qui était voilà, qui a été mis en audio, etc. On entendait, mais je sais plus. C'est l'arbitre de c'est l'arbitre de Marseille Angers d'ailleurs. Mais ça y est, je l'ai sur la langue, hein. Vous allez vous me le direz en commentaire. Mais je trouve que c'est pareil, il a fortement euh, pris un sacré niveau. D'ailleurs, moi je trouve même qu'il commence à rattraper Bastien, qui était peut-être l'arbitre le plus proche de Turpin. Et je trouve que il y a deux trois arbitres qui montent en niveau et qui viennent titiller. Il y a peut-être une concurrence qui commence à se faire au niveau de l'arbitrage et du niveau d'arbitrage. Et je pense que ça peut être intéressant parce que le problème en France c'est qu'on on avait un ou deux arbitres de top niveau, puis derrière l'écart était énorme. Peut-être que là, avec des arbitres peut-être euh, un peu plus high level et peut-être plus en concurrence pour représenter la France en très haut niveau, il y aura peut-être une volonté dans ces arbitres d'élever leur niveau d'arbitrage. C'est peut-être pas plus mal. Voilà, vous me le direz en commentaire le nom de l'arbitre de Marseille-Angers. Je ne sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, mais bon, c'est un peu compliqué là. Je rentre dans du Mans, je suis plus dans le mood là. Voilà, on va commencer par le débriefing de ce match. Alors bah, le match tourne très vite capote, hein, parce que Reims joue un jeu qui est reconnaissable, où ils ont des transitions hyper rapides, avec une capacité de passe assez intéressante, et ils lancent assez facilement le très bon Balogun dans l'espace, et Danso fait une très mauvaise faute. Hein, il sera suspendu pour le prochain match face à Lorient. Bon, après, je pense qu'Onana va passer en défenseur central. C'est sûrement possible. Mais en tout cas, enfin, voilà, la faute est mal gérée. C'est pour ça aussi que j'ai mis une note moins bonne que d'habitude. Alors, c'est pas non plus, j'ai pas mis une méga mauvaise note, mais en tout cas, c'était idiot, c'était une faute bête. Dans la foulée, ben, on prend le but. Et puis, bizarrement, je suis un peu déçu parce que je vois le match en replay, puisque j'étais au circuit du Mans, donc je rentre le soir, je vois ça. Bon, alors j'avais été un peu divulgaché par le poteau Jonas, salut Jo, qui me dit oh putain ils ont gagné en étant en infériorité numérique. Donc je savais qu'il allait avoir un carton rouge. J'avais été un peu gâché la surprise, mais je pensais pas qu'il arrivait aussitôt. Et puis je savais pas, enfin voilà, je savais pas qu'ils avaient pris un but, donc je me suis dit oui c'est foutu de moi.
Et puis en fait, plus la mi-temps avance, plus je vois que Lens en fait reste déjà à 2 derrière, il fait pas de changement défensif, il se réorganise avec le 11, donc du coup le 11 d'origine, donc le 10 après l'exclusion de Danso, et je trouve qu'on est vraiment intéressant. Et que on n'a pas baissé de niveau. Et Reims, d'ailleurs, je les note, moi je trouve qu'ils ont fait, et franchement j'ai été assez étonné. Moi je trouve qu'ils ont fait un mauvais match. Et Will Steele, je trouve que il a peut-être manqué de couilles sur ce match parce que il a pas fait les changements pour essayer de remettre la pression, il les a fait trop tard. Moi franchement, il les a fait trop tard. Et, euh, et on retourne un peu le truc en fait. Et je trouve que, bah en fait, ça se voit pas la diff à 10 contre 11. Et Agbadou fait un penalty aussi bête que Danso. Ils ont tous les deux pas été au niveau, hein, clairement, sur ses interventions. Il doit jamais faire faute là. Après, Thomasson, il est plein de vis et il a de l'expérience. Il se met au bon moment, au bon endroit. Il y a Péno, super bien tiré par Frankowski. Ça fait un partout. Puis je suis serein. Voilà. Je vois le match, je suis serein. Je me dis, ils vont gagner, parce que je le savais. Mais bon, je me suis dit, des fois, il se fout de moi, ça tombe, il a dit ça au hasard. Et mais du coup, je me dis, ouais, non, mais il a peut-être pas plaisanté. Et la deuxième mi-temps, elle est de très haut niveau. On a été hyper solide, hyper costaud. Le festival Seko Fofana, c'était magnifique. Le but, il est superbe. Je lui ai fait waouh. Fait waouh. Super but. Je dis putain la vache. Ça, c'est un but de grand joueur. J'ai l'impression que le but qu'il met face à Marseille l'a libéré totalement. Je pense qu'il a dû laver la malédiction. Et il est lancé là. Moi, j'ai l'impression qu'il est lancé pour la fin de saison. Et un Seko Fofana lâché, la bête lâchée, ça peut faire très mal offensivement. J'ai trouvé qu'il avait moins voulu jouer le Messi, le héros, et qu'il a joué extrêmement bien. On a été très peu mis en difficulté jusqu'à ce que Will Steele se décide. Et Will Steele, je suis désolé. À l'instar d'un Francaise, ben moi je mets qu'il a pas fait un bon match en coaching. Il a pas été bon. D'ailleurs, il y a je ferai après, je ferai un aparté aussi sur Will Steele et Digard, qui étaient un peu les nouvelles têtes d'affiche de la Ligue 1, le coaching rafraîchissant. Des trois dont on parlait, c'est-à-dire Will Steele, Digard et Lebris, franchement, Lebris est le seul pour moi qui est régulier des trois. Je trouve que les deux ont été hyper trop montés en l'air. Digard aujourd'hui, il est très en difficulté avec Nice parce que je pense qu'il ne trouve plus les solutions, qu'il y a une certaine forme de comment dire, euh, il a un peu baissé les bras tactiquement, je trouve. Et Nice, du coup, balbutie son foot. Et je pense que des joueurs vont partir cet été parce que ils sont très bons et que, à mon avis, Nice aura peut-être besoin de vendre un petit peu. Et puis Digard sera plus l'entraîneur, je pense. Ça m'étonnerait fort. J'ai pas l'impression que Gisolfi, et de toute façon l'article de l'équipe, si je dis pas de conneries, le dit, je pense pas que Gisolfi ait autant d'influence qu'à Lens. Les le fait que la direction veuille se séparer de Digard met un peu de froid parce que apparemment les choix de la direction rentrent un peu en conflit avec les envies de Gisolfi. Voilà, je pense que l'herbe plus verte ailleurs, c'est vraiment un truc à la mode à Lens. Je pense que son choix de carrière est mauvais, mais bon, il se démerde, c'est le foot. Hein. Mais voilà, Will Steele, c'est un peu comme Digard. Je trouve qu'il bégaye un peu. Voilà, il y a encore des choses intéressantes, mais je trouve un peu plus stéréotypé dans le jeu rémois. Et je trouve que cette supériorité numérique a été gâchée par un manque d'ambition et peut-être un manque stratégique. Il s'est fait bouffer au niveau de la strat par le maître Hayes. Je pense qu'il s'est fait francaised. Clairement, tactiquement, il s'est fait francaised. C'est clairement ça. Et voilà, la fin de match où ça appuie un peu sur le champignon, c'est logique parce qu'on a fait beaucoup d'efforts et que le changement tactique réussi à Reims, ben on a été super bon dans tous les coups de pied arrêtés. Il y a pas mal de fautes parce qu'on fait beaucoup de fautes pour casser le jeu et c'est logique pour moi, c'est plus que logique, c'est stratégique et il fallait le faire. Il y a peut-être 2 saisons, on aurait laissé un peu plus jouer, on aurait été un peu moins filou, un peu moins vicieux, un peu plus tendre.
Cette saison, je trouve qu'on est beaucoup moins tendre. On a beaucoup plus de facilité de faire faute pour casser les choses. Et il faut le faire, parce que c'est des fautes tactiques. Et Thomasson a enlevé tout de la tête. Si c'était pas Thomasson, c'était Sotoka. Mais ça a été beaucoup Thomasson quand même. Sur pas mal de corners, il a pris tous les ballons de la tête au premier poteau. Là, franchement, il est très intéressant de la tête, ce joueur. Et voilà, on remporte ce match dans une ambiance excellente. Franchement, le rendu télé était excellent. Bravo. Bravo aux supporters présents. Alors, il y a encore une polémique. Alors, j'y rentrais dedans parce que je trouve que les communiqués ont été éclatés au sol. De la part de certaines sections qui ont voulu apporter leur soutien et qui ont marqué il n'y a pas d'alim. Moi, je pense que ça a été précisé par le président des Wolves, mais sans manquer de respect. Je trouve que c'était un peu des justifications en urgence, parce que vu la shitstorm que tout le monde s'est pris avec leur communiqué à la noix, je pense qu'ils voulaient absolument pas dire ce qu'ils ont dit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est plutôt le communiqué des Red Tigers, qui lui a été beaucoup plus maîtrisé, parce que c'est une section beaucoup plus ancienne et qui, je pense, a de la bouteille. C'est clairement, ils assument qu'ils critiquent les sanctions collectives. Alors, le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment donné, j'étais un peu... Mon mood, c'était de dire, les sections, ils doivent gérer leurs gars. Si leurs gars, ils font des conneries, moi, je suis désolé. Je comprends, puisque c'est pas forcément dans l'ADN de certaines sections de faire de la délation. Ça vient jamais des sections. Les sections, ils attendent toujours que ça soit les stades ou les équipes qui aillent chercher leurs gars, alors qu'ils les connaissent. Maintenant, ils utilisent toujours des trucs style, il y a un gars qui fait une connerie dans la tribune, comme si c'était tout le temps. Mais il y a quand même un problème des sections de ne pas repérer leurs propres supporters. Ouais. Je trouve que les excuses sur ce type de truc, le mec était pas de notre section, il est venu foutre le bordel, il s'est barré, enfin... Moi, je trouve ça un peu limite. Moi, je pense qu'il... Voilà, aujourd'hui, la sanction collective, elle n'est pas collective. Elle est ciblée sur des sections qui n'ont pas tenu leurs ouailles. Maintenant, quand on a fait le fameux space avec le barman, qui je trouve a été très intéressant, puisqu'on a eu des justifications, il a été dit par notamment par le président de Lance United, pardon, je bégaye un peu, que il n'y avait pas de preuves et qu'on savait pas qui c'était. Alors à partir de ce moment-là, c'est vrai que la sanction est injuste. Mais en fait, le truc, c'est comme je le dis à Greg, s'ils ont suspendu les KSO et les Tigers, c'est qu'ils ont des billes. Ils auraient pas pris au hasard. Sinon, ils seraient pas fait chier. Comment dire, ils auraient totalement sanctionné la Marek et puis basta. Comme ça, il y avait pas de jaloux, même si tout le monde peut être contre. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de délation. C'est des sections, mais c'est individuellement, faut que les mecs ils se vendent. Ils vont pas se vendre, ils vont pas prendre une IDS. Comme ils savent qu'ils seront jamais vendus par leur section, bah ils auront jamais de problème, ils vont se cacher. Là, l'interview de Pouille a été quand même assez édifiante pour montrer ce qui s'est passé. Alors je fais un peu d'extrapolation, mais c'était important parce que ça a pas mal fait de drama. Alors après, c'est pas un drama, mais les gens comprennent pas, et moi je peux comprendre, parce que les communautés étaient éclatées au sol. On ne fera pas d'animation, mais ça veut rien dire. Autant faut dire on fera pas, il y aura pas de drapeau ni de bâche, voilà, pour préciser. Voilà, mais libre à tout le monde de chanter ou de ne pas chanter, et puis point barre. C'était réglé. Le problème aujourd'hui, c'est que Pouille l'a dit. Voilà, il a clairement précisé dans l'article que et les Red Tigers et les KSO ne se rendaient pas compte du degré de gravité des faits, que parce qu'ils avaient été relativement sages, il n'y aurait pas de sanction. Donc ça sous-entend clairement que et les Red Tigers et les KSO étaient au courant de ce qui se passait, qui savaient que c'était des gars de chez eux, et voilà. Bon bah du coup, toute cette com un peu bégayante qu'on a eu le droit au Space, bah je trouve que bah ça vole en éclats, voilà. Moi j'ai rien contre lui, mais je trouve quand même dommage que le président de Lance United, qui balance un peu des saucés pareils, bah il se renseigne pas avant auprès d'Arnaud Pouille pour savoir que clairement et les Red Tigers et les KSO, bah ils ont été clairement fautifs sur le coup, ils l'ont dit à leur directeur général.
Il y a quand même un problème. Tu peux pas... En fait, le problème, c'est que tu peux pas être le président des sections et ne prendre parti que pour les sections. Voilà, alors après, vous êtes pas dans les sections, fermez vos gueules, enfin bref, c'était un peu le sous-entendu, vous n'avez rien à dire, vous n'êtes pas dans les sections, vous branlez rien, etc. Vous faites pas les animes, machin, c'est un fait. Mais après, on a le droit de dire que les communiqués sont éclatés. Maintenant, moi, j'irai jamais dire aux sections ce qu'elles ont à faire par rapport à des situations. On n'est pas là. Maintenant, on peut regretter le fait d'essayer d'apporter un soutien un peu bancal à la cause de gars qui sont fautifs. Voilà. Ça aurait été injuste? Non. On aurait dit ok c'est dégueulasse, tout le monde aurait gueulé, mais c'est pas injuste parce que apparemment c'est avéré, c'est assumé, et la sanction je la trouve plutôt cohérente. Maintenant ce qui était triste c'est qu'il y avait des trous dans la marek, mais l'ambiance a été géniale. Voilà. Alors, tout ce qu'on trouve à voir sur les réseaux sociaux, c'est 5, 4, 3, 2, 1, on va dire qu'on n'a pas besoin des Tigers pour mettre l'ambiance. Mais personne n'a dit ça. Tout le monde s'est félicité, s'est soulagé qu'il y ait de l'ambiance. C'est pas la même chose. Il y a vraiment un problème, quoi, de paranoïa, quoi. Enfin bref, c'est triste, c'est encore une fois un bémol. C'est le bémol, de toute façon, c'est le bémol de cette saison. Moi je trouve, et c'est un peu le coup de gueule. C'est une super saison, mais à chaque fois, il y a un problème avec les tribunes. Les dramas, c'est que les tribunes. Le manque d'ambiance, les touristes, les gnanis, et nanana, et nanani, et on discute tout le temps de l'ambiance, ça allait éclater, machin, vous venez, vous chantez pas. Il y a un problème. Comme la star, c'est plus les tribunes, aujourd'hui il y a une forme d'aigreur, et de vouloir toujours transposer les problèmes qui n'existent pas dans le sportif ailleurs. Pour mettre de la lumière sur des gars qui ont besoin d'avoir une médaille en chocolat en disant vous êtes les meilleurs supporters. Moi je trouve ça consternant. Ils devraient se faire petits. Aujourd'hui la star c'est le club et l'équipe. Et les supporters c'est du bonus. Parce que moi je pense personnellement que ce qui est au-dessus de tout ça c'est le club et ça. Voilà, le blason. Et que le blason c'est pas les supporters, c'est le club. C'est tout. Et ils véhiculent des valeurs populaires qui collent à un bassin minier et une population, on est d'accord, on l'est toujours, mais que la population, c'est pas que les copes et que une certaine forme de supporterisme, ça n'a rien à voir, parce que quand je vois certains tweets, je me dis que c'est bien loin des valeurs que certains tentent de véhiculer, et que je trouve aujourd'hui toujours déporter les problèmes du club aux problèmes avec les supporters, c'est quand même édifiant, d'une envie d'avoir de la lumière sur soi. Et quand je vois ce qui est dit dans des spaces euh, et qui met toujours la faute sur les autres, bah je me dis qu'à un moment donné, on peut pas avancer, quoi. Mais maintenant, Arnaud Pouille, moi je trouve que sa communication, elle est claire, nette et précise. Aujourd'hui, il a plus d'ambivalence avec ces groupes-là. Ils sont fautifs, ils les étalent dans les médias et qu'ils aillent enfin voilà, qu'ils se démerdent avec leur brin, parce que le club n'est pas responsable des prises de décision des sections. Ils n'ont qu'à faire le ménage, ils n'avaient qu'à prévenir le club. Ils font toujours des trucs en secret parce qu'ils savent qu'on va leur dire non à juste titre. Mais non, il faut absolument s'amuser. Ben allez en discothèque ou amusez-vous dans les champs, quoi. Quand les feux d'artifice sont tirés dehors, ben c'est beaucoup plus joli. Donc tirez-les dehors. De toute façon, vous venez pas voir le match, vous venez mettre l'ambiance. Donc vous pouvez aller dehors, mettre l'ambiance, vous en foutez, vous regardez pas le match. Ben faites ça. Voilà, il y a une partie d'entre vous qui fait des animations extérieures. Puis voilà. Moi, mon avis, c'est ça. C'est que vous assumez être dans un cop qui fait de l'ambiance et qui s'intéresse pas forcément tout le temps au terrain, mais dans ces cas-là, venez pas gâcher la fête de tout le monde en mettant toujours tout sur vous. Voilà. Oh, je sais bien, ça va encore faire râler, mais moi je trouve ça consternant. Voilà, c'est tout. Maintenant, la conclusion, c'est qu'on a gagné. Dans le même temps, Marseille vient de gagner face à Angers 3-1. On a un match nul et on va dire 3 buts d'avance en termes d'un peu de calcul savant sur Marseille. Lille n'a pas su, Monaco n'a pas su gagner contre Lille, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que Lille, vu que Rennes a gagné, Lille va devoir gagner face à Marseille. On est assuré de la 3e place. C'est exceptionnel. Voilà, c'est exceptionnel. Alors après, on peut toujours ergoter sur le fait que les tours qualificatifs de Ligue des Champions, c'est extrêmement prenant. Maintenant, si tu les prends, et ça je l'avais déjà dit dans une vidéo, si tu les prends de bonne manière, dans une bonne gestion, avec un mercato intelligemment géré, pour pouvoir être performant là,
et puis après revoir ensuite la suite pour se relancer, mais en étant sûr d'être qualifié en Ligue des Champions, tu peux faire quelque chose de bien et tu peux passer ces tours. Moi, je trouve que Monaco s'est viandé, deux fois, si je dis pas de conneries, en n'arrivant pas à passer ces fameux barrages parce qu'ils ne sont pas prêts et que psychologiquement, ils n'arrivent pas à avoir à batailler pour faire ça. Maintenant, on est toujours deuxième, ce qui veut dire que on serait qualifié directement en Ligue des Champions. On est toujours en position avec un ballottage favorable. Maintenant, il y a une autre option, c'est qu'un club italien, qui soit plutôt la Roma, gagne l'Europa League, ce qui est clairement forcément une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, j'en ai pas parlé puisque j'ai pas fait de vidéo entre les deux, c'est que euh, West Ham a gagné face à l'Alkmaar, qui est plutôt une équipe très intéressante à voir jouer, même si je trouve que c'est quand même assez brouillon, et que West Ham s'est éclaté au sol, clairement, mais bon, ça fait le boulot parce qu'il y a du talent. West Ham, en gagnant, nous octroie la 5e place pour la saison prochaine, ce qui veut dire qu'il y aura 3 qualifiés directs en Ligue des Champions, plus 1 en barrage. Après, ça dépendra aussi du victorieux en Ligue Europa. Ce qui veut dire sincèrement que ça va être beau et que ça va être très intéressant et que grâce à ces 3 qualifiés en 2024, on reprendra un petit peu des points d'avance par rapport aux Pays-Bas, même s'ils pourraient nous dépasser au cours de l'année, il va falloir être performant, dont nous. En Coupe d'Europe, je parle pas de Ligue des Champions puisque pour l'instant il n'y a rien de fait, mais en tout cas voilà, il y a des très très bonnes nouvelles. Ils doivent être soulagés à la LFP, mais pour moi c'est des branquignoles. Ils méritent quand même, ils méritent de voir la France passer au 6e rang, parce que moi je trouve que c'est très mal géré, voilà. On tape jamais sur les doigts aux équipes merdiques qui font des parcours merdiques en Europe, et on en a eu plein, qu'on juge jouer les places en Ligue 1 parce qu'il y avait du pognon qui tombait et qui jouait pas l'Europe à fond. Moi je le dis sincèrement, les Bordeaux, les Sainté et machin, ils sont d'ailleurs descendus, ils ont à un moment pris un karma parce que tu peux pas toujours jouer des places et puis pas jouer, et puis à un moment donné tu te plantes. Et la LFP n'a jamais tapé sur les doigts de ces clubs-là, n'a jamais cherché à faire des choses qui poussent les clubs à jouer l'Europe. Voilà, c'est tellement plus important de les places en Ligue 1 qu'en Europe, alors que l'Europe c'est très important aussi financièrement quand tu commences à passer les tours, et puis au niveau du standing, tu attires des joueurs, tu as un rayonnement médiatique en Europe. Voilà, mais bon, quelques clubs s'en branlent de tout ça. Donc voilà, on est punis. Mais là, on est sauvé grâce à l'Angleterre, aux Anglois qui nous sauvent le cul. Tant mieux. La projection, c'est qu'on va à Lorient, alors sans Kevin Danso, mais je pense qu'Onana sera titulaire, avec Abdou Samel au milieu de terrain, ce qui permettra peut-être de voir un peu plus pour Eba, clairement. Il y a la possibilité aussi de mettre Gradit dans l'axe et le Cardinal à droite, mais ça me semble un peu périlleux. Je pense. Ou peut-être l'option Aïdara et Medina ou Gradit dans l'axe, et puis Onana à droite. Il y a plusieurs possibilités, mais je pense qu'Onana sera en centrale. C'est la plus logique, et il avait fait un plutôt bon match la dernière fois qu'il est rentré dans l'axe. Donc voilà, et puis Marseille va... Marseille va où? À Lille? Non, pas tout de suite. Si, Marseille va à Lille, donc ça peut être un tournant de ce championnat. Aller gagner à Lorient et voir Marseille ne pas gagner face à Lille, aujourd'hui, ça nous donnerait 4 points d'écart à deux matchs de la fin du championnat. Ça sentirait bon, quoi. Donc c'est une journée très importante, mais Lorient, c'est pas un cadeau, même si ça joue un peu moins bien depuis qu'ils ont vendu leurs meilleurs joueurs. Même si Fèvre fait plutôt une bonne deuxième partie de saison, où il est intéressant. C'est une équipe qu'on est capable de battre, parce qu'on est capable de battre la plupart des équipes de Ligue 1, parce qu'on a très haut niveau. Voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper excitant, et c'est vraiment un plaisir de voir cette équipe évoluer. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je suis désolé, elle arrive tard, mais bon, on peut pas être partout tout le temps. Mais j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Et puis la prochaine vidéo, bien sûr, ça sera Lorient-Lens. Au niveau des vidéos mercato, dès que j'ai le temps de m'en occuper,
et puis de creuser un petit peu, j'y creuserai. L'article de la Voix du Nord était plutôt intéressant, hein. Le rachat du stade fait toujours partie des options et en négociation. L'actionnaire minoritaire, c'est clairement dans l'optique du rachat du stade, puisqu'on parle de 12 à 14 millions d'euros, enfin il y a un truc du genre, et que ces sous-là viendraient de l'actionnaire minoritaire, puis après rentreraient dans une logique d'augmenter le budget et la puissance financière du club. Donc tout ça c'est en route. C'est un changement de dimension. Voilà, le but c'est d'essayer de recoller aux grosses écuries du top 5 pour être compétitif à ce niveau-là. Déjà, c'est vrai que le top 8 prôné par Franck Hayes comment dire, dans les objectifs du club, c'est quand même vachement élevé quand tu sais que ça fait que 3 ans que tu es en Ligue 1 et que tu as galéré 10 ans. C'est incroyable comme objectif. Mais c'est faisable et ça a été fait depuis le retour du Racing Club de Lens. Donc on verra. On verra, mais en tout cas, les feux sont au vert. C'est aux joueurs de faire le boulot sur les 3 derniers matchs pour être hyper compétitifs. Et puis rêver à cette deuxième place qui permettrait d'être soulagé de tours de qualif, même si on pourrait ne pas avoir de tour de qualif si on est troisième, si on a un coup de chatte. Mais ça fait un moment que la France n'a pas trop de chatte hein, en Ligue Europa, mais bon, on peut pas toujours vivre sur la chatte, hein, c'est ce que je disais, à un moment donné, t'es obligé de prendre un karma, hein, voilà, c'est clair. Donc voilà, allez, je vous dis à très bientôt, ciao les amis, salut.